rencontre au cours de cet après-midi sur Antenne 2. En effet, les plus célèbres voyants, des psychologues, des scientifiques, seront sur le plateau d'Un temps pour tout à partir de 16h30 à Voyante, quand tu nous tiens, thème de ce magazine. Et si vous souhaitez leur poser des questions dès à présent ou en direct pendant l'émission, il vous suffit de composer le 299 48 43, je répète, le 299 48 43. Alors tout marche bien et malgré cette réussite tout azimut, vous avez quand même besoin d'une voyante. Alors pourquoi? Parce que vous savez, voyante qui est là, à côté de nous, Carlette. Oui. Pourquoi? Parce que vous savez, ça me soulage aussi de savoir ce que ça peut m'arriver, ça me prépare à beaucoup de choses. Et comme jusqu'ici, j'ai eu toute la vérité de choses qu'il m'a annoncées avant, et avec Carlette, et bien sûr avec ma petite Mimi, que Carlette connaît très bien. C'est pas parce que je ne le fais pas confiance, mais ça me fait plaisir avoir deux personnes, une qui me dit les choses. Et Gris-Gris, vous l'avez écrit ensemble, oui, cette chanson de votre dernier. C'est Carlette qui a eu l'idée, voilà. Et puis Pierre Grosse a fait le reste des paroles, et Pascal Auria a fait la musique. Bien. C'est un hommage à tout, faut dire aussi, oui. J'ai voulu offrir cette chanson à tous les voyants. Et voyantes, pardon. Eh bien, c'est parfait. Alors, nous allons nous retrouver dans un petit moment. Nous avons d'autres invités sur ce plateau. Nous avons par exemple Adora, que vous voyez sur l'écran, et également Didier, qui est à ses côtés. Un homme, une femme, et oui, on oublie aussi qu'il n'y a pas que des voyantes, il y a aussi des voyants au masculin. Tous deux ont été découverts par le public de deux festivals parisiens, le Festival de la Voyance de Suard, voyant lui-même, et la Kermesse aux étoiles de Drana, qui est voyante aussi. Alors nous n'avons pas choisi les organisateurs de chaque festival, mais simplement celui ou celle qui a recueilli un petit peu les faveurs du public qui ont été plébiscités, donc Didier et Drana. Et puis la troisième personne que vous avez vue sur l'écran, il s'agit de Sabrina, qui est à droite sur l'écran et qui s'est établi une solide réputation à Nice et sur la Côte d'Azur. Ce sera en quelque sorte notre représentante province, et puis aussi d'autres invités, Monique. Oui, à commencer, Alain, par Jacqueline Lebeau, qui est à côté de moi, qui est une des plus célèbres voyantes de Paris, dont le talent est reconnu d'une façon unanime, et surtout dont les qualités de médium ont été à la source d'une enquête qu'elle a menée avec l'au-delà, mais nous en parlerons tout à l'heure. Nous en parlerons également avec l'abbé Biondi, qui est à côté de nous également, et qui, depuis pas mal d'années, cherche à concilier à la fois le spiritisme et la religion. Également, nous en parlerons avec un médecin psychiatre qui vient de Lyon, le docteur Antoine Clarisse, et puis Jean-Yves Casga, qui est producteur à France Inter de l'émission Le Boulevard de l'étrange. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez également poser vos questions et apporter vos témoignages au standard où Claudine nous attend. Claudine ? Oui, Monique, bonjour d'abord. Je voudrais donner le numéro de téléphone à nos téléspectateurs, le 299 48 43. Vous pouvez nous appeler dès à présent. Mais je voudrais tout d'abord dire à nos téléspectateurs que nous n'attendons pas des questions d'ordre personnel, puisque nous avons beaucoup de questions d'ordre personnel jusqu'à présent. Nous n'allons pas faire de la voyance en direct. Nous attendons plutôt des questions d'ordre général. Voilà. À vous, Monique. Voilà, et la première question, peut-être qu'on peut poser à Jacqueline Lebeau tout de suite, c'est la voyance. Est-ce que c'est un don et comment vous expliquez un petit peu ce don que vous avez, par exemple? La voyance, la véritable voyance, on naît avec la voyance. C'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est un don. Un don comme un peintre, comme un compositeur de musique, exactement la même chose. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une méthode. Les cartes sont une méthode, la boule de cristal c'est une méthode, mais la voyance pure n'est pas une méthode. Alors Jean-Yves Casga, vous êtes beaucoup intéressé à ce problème de la voyance, et souvent on a constaté qu'en période de crise, bien souvent les cabinets des voyantes se remplissaient. Oui, on peut même aller plus loin. Il semblerait que ce soit en ce moment un phénomène de fond, c'est-à-dire que de plus en plus les gens seraient portés à s'intéresser à ce qu'on appelle le paranormal. Alors, il y a eu récemment une enquête dans La Recherche, au mois de décembre, et alors dans cette enquête, ils ont réussi à dresser une sorte de portrait robot du français face au paranormal. C'est un jeune, c'est pour ça qu'on dit que c'est une tendance de fond, c'est quelqu'un qui a fait des études secondaires ou supérieures, et c'est quelqu'un qui a une tendance libérale, c'est-à-dire il s'intéresse éventuellement à l'écologie, la contraception, etc. Il est très 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 ouvert. Et si on aborde plus spécifiquement le problème de la voyance, il y avait un sondage Sofres Bonne Soirée qui avait quand même donné 20% de Français consultent une voyante et 8% se tirent eux-mêmes les cartes.
Bon, et si on veut citer une anecdote, alors qui va parler un petit peu plus précisément encore de la voyance, il y avait une dizaine d'années, dans un journal qui s'appelait Agathe, il y avait 2 voyants très célèbres à Paris qui donnaient des prédictions. Et ils arrivaient à peu près à 50% de réussite, ce qui est très honorable. Et il y a un journaliste qui s'appelle Georges Rieben, qui a pris un pseudonyme, Adam Nostrus, l'anagramme de Nostradamus, et par le fait qu'il connaissait le milieu politique, il a fait des prédictions politiques, il arrivait à 70%. Voilà. Donc ça peut contrebalancer le fait que c'est très étonnant de voir des faits de voyance, et en même temps, on peut aussi arriver à prédire par d'autres moyens. Les moyens psychologiques, par exemple, Jacqueline? Oui, bien sûr. Les personnes peuvent très bien ressentir et puis avoir beaucoup de psychologie, c'est-à-dire déjà, quand la personne arrive, avoir compris ce que la personne était. Jacqueline Lebeau, s'il y avait un tiercé à donner lorsque l'on vient chez vous, l'amour, l'argent, la santé? Alors je dirais pour les dames, l'amour d'abord, et pour les messieurs, l'argent et les affaires. Voilà, tout ceci c'était pour faire une très belle transition avec Céline Dion. Alors vous savez, Céline, qu'à Paris se développe avec de plus en plus de succès d'ailleurs des salons de la voyance. Alors je vous propose avec Reynold Isnard d'en découvrir 2. Il s'agit du Festival de la voyance de Dessuard et aussi de la Kermesse aux... J'ai l'impression que vous voyagerez beaucoup aussi et que vous voyagerez dans le cadre professionnel aussi. Redonnez-moi en 3. Vous allez avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et qui n'habitent pas la France. C'est quelque chose de complètement inattendu. D'ailleurs, je vois des personnes qui viennent de l'étranger vous voir. Vous avez des projets nouveaux actuellement pour votre travail? Parce que j'ai l'impression qu'il y aura une nouvelle émission. Il y aura une nouvelle émission et qui plaira beaucoup. Beaucoup. Eh bien, Adora, nous n'allons pas dévoiler le reste parce que pour le moment, nous sommes encore à un temps pour tout. Dieu puisse vous entendre puisque vous m'avez annoncé beaucoup de bonnes choses et que vous avez été en 82-83 ici dans ce même salon déclarée meilleure voyante. Alors, est-ce que c'est un don de famille pour vous? C'est un don de famille. Ma grand-mère paternelle était médium et elle faisait un tas de révélations, mais elle n'était pas professionnelle. Je pense que la voyance, c'est un acte d'amour et si on ne ressent pas la personne, il n'y a pas moyen de travailler avec elle. Je pense qu'il faut aimer beaucoup les gens. Il faut les guider, les diriger et puis il ne faut pas se prendre au sérieux surtout et puis il ne faut pas dire que je ne me trompe jamais parce qu'on peut effectivement se tromper mais moi je sais que je fais ça de tout mon cœur et qu'un bon voyant c'est très disponible quand même pour les gens qui sont en détresse. On vient pour savoir ce qui va vous arriver mais pas si on vient pour les bonnes choses, il ne faut pas venir. Il ne faut pas non plus se trouver en face de quelqu'un qui, pour faire plaisir aux clients, va dire que des bonnes choses. On vient pour savoir. Pourquoi vous venez au Festival de la voyance ici? J'ai suivi quelqu'un. Et comment vous avez choisi tel ou tel voyant? Eh bien, j'ai choisi par intuition déjà, par le physique, et puis parce que j'ai eu une attirance. Vous allez voir un voyant en particulier. Vous avez non, vu... je n'aime pas le mot voyant, monsieur. Vous aimez quel mot? Il n'y a que Dieu qui puisse voir. Je viens simplement m'aider. Chacun à l'état latent est voyant. Il n'y a qu'à voir le nombre de rêves prémonitoires que des tas de gens ont fait dans leur vie, des savants, des écrivains. Tout un chacun peut l'être et j'indique dans ce livre des tas de techniques de méditation, de concentration qui favorisent l'éclosion des clichés psy. Alors il y a d'autres festivals de la voyance, c'est-à-dire que les voyants et voyantes des autres festivals sont moins bons que les voyants et les voyantes du vôtre. Ça, j'en suis pas juge. Le public vient vers nous, vient un petit peu en s'amusant. On peut venir pour une consultation, il est content, mais quand même, il y a la curiosité de savoir pourquoi l'on est sur Terre, où l'on va et pourquoi ce passage ici. Beaucoup de gens nous revoient encore comme autant des sorcières, enfin, c'est presque un petit peu désagréable même pour nous d'avoir cette image de sorcière du Moyen-Âge. Et alors j'ai voulu donner une image de nous moderne, c'est-à-dire de la fée au lieu de la sorcière.
Et c'est ainsi que pour clore ce festival, les fées firent danser voyants et consultants jusqu'à l'aube. Drana, cette soirée, c'est un petit peu l'envers du décor d'un cabinet de voyants. Le cabinet, c'est l'esprit. Et après le cabinet, il faut s'occuper du corps. L'esprit, c'est une chose, mais une personne qui a beaucoup de problèmes a besoin d'oublier aussi ses problèmes par son corps, par une nourriture, par des amusements. Il faut aussi nourrir le corps. C'est important de se retrouver comme ça en groupe. Oui. Vous allez consulter des voyantes, qu'est-ce que vous leur demandez? Je laisse d'abord dire, parce que quand je viens leur demander, elle trouve ce qui là aussi ne va pas. Vous y croyez? Ah oui, oui, je suis le jusqu'à présent. Et vous, madame, vous êtes voyante ou vous être cliente? Je suis médium spirit. Vous êtes venue avec vos clients? Oui. Et pour vous, la voyance, c'est quoi alors? Magnifique. C'est quelque chose de très fabuleux. Bah dites-moi Didier, c'était votre festival à vous, ça, organisé par Drana, on s'ennuie pas? Non, pas vraiment. C'est la joie, c'est la voyance, c'est la joie. C'est-à-dire que ça s'est très bien terminé, du moins par une grande fête pour réunir les voyants et les gens qui étaient qui désiraient venir. Qu'est-ce que vous cherchez pourquoi vous allez dans ces festivals de la voyance? Je crois qu'on doit quand même découvrir différentes sortes de gens, ce qu'ils pensent, leur vie, enfin tout ce qu'on peut rencontrer ailleurs. Que dans un cabinet. Adora, c'est la même chose. Je suis toujours très heureuse de rencontrer un tas de personnes qui s'intéressent à la même chose que moi. Le festival de Monsieur de Suard est très très bien organisé. Je suis toujours heureuse d'y participer. Et pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, ça me donne l'occasion de rencontrer des gens que je ne verrai pas ailleurs. Et ça me donne aussi l'occasion d'aider les gens, parce que j'adore aider les gens et j'aime vraiment beaucoup ma profession. Ça vous aide tous les deux pour la pub? Je crois que c'est quand même... oui, on peut dire. Oui, la publicité se fait surtout par bouche à oreille. Hein, c'est la meilleure publicité. Mais je crois que c'est dans un but de générosité aussi. C'est-à-dire que c'est moins cher que dans un cabinet. Donc vous voyez plus de personnes. C'est abordable à tout le monde. C'est abordable à tout le monde. Alors justement, la question qui coule de source après cela, c'est est-ce que vous pouvez, à tout le monde, annoncer l'avenir, dire des choses sérieuses quand ça défile, entre guillemets? Eh bien, on peut donner un peu de plaisir à chacun et en quelques minutes, on arrive à dire quand même pas mal de choses. On peut faire des prédictions quand même extraordinaires quand c'est une question de concentration. Didier? Moi, c'est tout à fait un petit peu le contraire, parce que je prends au festival les clients aussi longtemps que je pourrais les prendre chez moi en cabinet. Ah oui, c'est-à-dire vous en avez moins, mais vous les prenez plus longtemps. En avoir deux, vous en prendre 10. Alors, comme nous sommes, Adora et Didier, que nous opérons sur un axe Paris-Nice, nous allons tout de suite donner la parole à Monique et à Nice. Oui, et la distance est beaucoup plus rapidement franchie sur ce plateau. Alors, près de moi, donc, Sabrina, une des plus célèbres voyantes de Nice et de la Côte d'Azur. Est-ce que vous fréquentez, d'abord, est-ce qu'il y a ce genre de festival sur la côte? Il y a ce genre de festival 2 fois par an à Nice. Et est-ce que vous êtes une habituée de ce genre de festival? Je n'y participe pas. Non. Pourquoi? Parce que je manque de temps. Et puis, ce sont des voyants que je ne connais pas qui le font. Vous êtes voyante vous-même depuis combien d'années à peu près? J'ai commencé, j'avais 23 ans et j'ai 45 ans maintenant. C'est ça. Est-ce que lorsque vous avez commencé, lorsque vous avez débuté, il y avait ce genre de festival? Non, absolument pas. Donc il fallait se lancer un petit peu... Soi-même, par la publicité, par les médias. Alors, et une voyante donc, qui fait ce travail depuis presque une vingtaine d'années, est-ce que... Vous pensez que les jeunes ont raison de fréquenter ce genre de festival pour se lancer, pour mieux se Je suis absolument d'accord et je trouve que c'est un support parfait pour se lancer. Eh bien, nous allons tout de suite appeler Claudine au standard. Vous devez sûrement avoir beaucoup de questions pour nous, Claudine, maintenant. Énormément de questions qui traitent du don de la voyance. Beaucoup de questions sur le don. Par exemple, Madame Danielle voudrait savoir si le don est inné, s'il s'éduque, s'il faut une technique, s'il existe des écoles de voyance. Peut-on attacher de l'importance aux cartes, aux boules de cristal demande Madame Pioget d'Argenteuil. Les voyants masquent-ils la vérité? Madame Dofi Hung de Saint-Mandrier dans le Var voudrait savoir s'il existe des écoles supérieures, des écoles sérieuses de cours par correspondance sur la cartomancie et la tarologie.
Madame Dany Logan de Paris voudrait savoir si dans les lignes de la main, on peut voir si une personne décédée peut avoir une influence sur vous. On me demande également quel crédit peut-on apporter à la voyance du marabout africain par rapport à celle des voyants de nos régions. Allô? Enfin, diverses questions, énormément de questions. Allô? Bon, alors Claudine, je crois que si nous répondons à toutes vos questions, nous sommes encore là demain. Pour les écoles de voyance, je crois que c'est difficile. Hein. Pour la voyance, il n'y a pas d'école. Les marabouts africains sont peut-être pas plus forts que les meilleurs voyants français. Alors simplement, Claudine a posé globalement le problème du support de la voyance. Alors je vais poser la question à tous les trois. Sabrina, qu'est-ce que vous utilisez comme support de voyance? Les cartes. Et une étude morphologique du caractère de l'individu. Et une étude du caractère, c'est-à-dire vous demandez une étude du caractère de... Je la fais moi-même en étant en contact avec l'individu. C'est ça. Mais les cartes sont nécessaires. Oui, c'est le support. Didier, qu'est-ce que vous utilisez comme support? Rien du tout. Enfin, simplement peut-être la main gauche de la personne, mais je ne me base pas vraiment sur sur les lignes ça de la coûte main. Pas très cher, vous n'avez même pas acheté un jeu de cartes, alors formidable. C'est de la voyance directe, quoi. Ce qu'on appelle de la voyance directe, mais disons que je tiens la main de la personne, la main gauche, et à partir de là, je commence à parler. Et alors, vous m'avez expliqué tout à l'heure une anecdote assez amusante. Vous racontez-la aux téléspectateurs. Oui, je suis rentré dans un bar et puis je me suis en train de boire une bière. Puis tout d'un coup, j'ai dit à une personne, écoutez, il va vous arriver ça, ça, ça et ça. Et ça a été le flash et après, c'était terminé. La personne m'a regardé comme si elle avait l'impression de regarder. Le problème, c'est que vous n'avez jamais pu vérifier. Si, une semaine après, j'ai rencontré la même personne et je dis alors. Elle me dit, bah oui, vous avez eu raison. Mais enfin, la personne a eu peur, elle n'a pas voulu insister. Non, j'espère qu'elle vous a quand même payé une bière. Même pas. Ah, même pas. Adora. Bien, moi, je fais de la voyance directe et je me sers également de tarot, du symbolisme des tarots, mais tous ces procédés divinatoires sont un moyen simplement de déclencher la voyance. Et en fait, on peut faire de la voyance sans tarot, sans boule de cristal. D'ailleurs, on ne voit rien dans une boule, c'est dans son esprit que ça se passe. Quand on est en face du consultant, c'est le consultant qui est notre support, en fait. Est-ce que vous dites tout le temps toute la vérité à vos consultants? En principe, oui. Quand on va voir une voyante, on a toujours les bonnes choses, finalement, on n'a jamais les mauvais côtés. Vous donnez aussi les mauvais côtés? Moi, je pose toujours la question, est-ce que vous voulez savoir le bon et le mauvais? Moi, je ne prédis jamais la mort. Jamais la mort, mais je dis effectivement toute la vérité. Hein, et les gens viennent pour ça. Parce que moi, je commence par le mauvais et je finis par le meilleur. Voilà. Comme ça fait une... Comme ça, vous êtes sûr d'être payé. Il n'y a pas de problème. Bon, eh bien, écoutez, dernière question quand même, je voudrais vous demander, vous vous trompez jamais? Écoutez, lorsque j'ai une sensation très forte, je suis sûre de ne pas me tromper. Mais lorsqu'on, par exemple, dans un dîner, on me pose une question et on assiste, là, je provoque et là, je peux me tromper. Et vous remboursez, Sabrina, Didier, quand ça ne va pas? On part du principe que quelqu'un qui fait de la voyance en direct, et si les flashs sont bien passés comme on les a vus, il n'y a aucune raison de penser qu'on s'est trompé. Bon. Alors écoutez, nous allons nous retourner maintenant vers Monique et ses invités pour savoir un petit peu ce qui... Je pose d'ailleurs la même question à Jacqueline Lebeau. Vous faites de la voyance directe, vous? Directe, oui. Alors comment ça se passe? Vous prenez la main de la personne? Je prends le poignet de la personne, je lui fais enlever d'abord tous ses bijoux, la montre. À ce moment-là, je suis en contact avec elle. Elle émet des ondes que moi je reçois et je lui transmets en sous forme d'image. Donc ce sont vraiment des clichés que vous avez? Ce sont des clichés, ce sont un petit peu comme un film de cinéma qui passe très très vite, ce qui fait que je ne peux pas broder sur les voyances que j'ai, je donne les choses brutes. Les gens font ce qu'ils veulent après. Votre premier cliché, vous l'avez eu à quel âge? J'étais très jeune, j'étais à l'école et on était dans une cour et avec la petite camarade, on s'était assis sur un banc. Et tout d'un coup, j'ai vu arriver une jeune femme vers nous qui s'est assise. Je me suis poussée pour qu'elle s'assoie près de nous. Et j'ai dit à ma petite camarade, tu as vu la dame qui vient s'asseoir près de nous, tu la connais? Elle m'a répondu, je la connais pas. Où c'est que tu as vu une dame? Il n'y a pas de dame ici. Et elle disait aux autres, mais elle a vu une dame, il n'y a pas de dame ici. Moi, j'étais un petit peu affolée parce qu'elle soutenait qu'il n'y avait pas une dame qui était venue entre nous deux. Et quand je suis rentrée chez moi, je l'ai dit à maman, et maman, elle m'a dit, non, tu vas être médium comme moi, et à partir de ce moment-là, tu ne seras pas tout à fait comme tout le monde, alors ne raconte plus jamais rien. Père Biondi, est-ce qu'il y a une explication? On peut se demander pourquoi ça marche et à quoi ça sert, finalement, la voyance. Pourquoi ça marche? D'abord, ça marche parce que ça répond à un besoin. Céline chantait tout à l'heure, tu es là, je ne suis pas seule, etc.
On peut dire que dans toutes les traditions religieuses, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Bible, vous me pardonnez d'en parler puisque c'est un univers où je me mets à mon aise, il y a toujours eu des voyants, et ces voyants répondent de la part des esprits qui les guident ou de la part même de Dieu. Et les gens sont heureux d'avoir des réponses, même les rois d'Israël ou autres. Donc l'Église reconnaît la voyance. La voyance, c'est le prophétisme. Le nom laïque, c'est la voyance. Le nom religieux, c'est le prophétisme. Antoine Clarisse, vous avez fait pas mal de recherches un petit peu dans ce domaine. Est-ce que vous avez une explication un petit peu scientifique de la voyance, un petit peu par les ondes de forme peut-être ou... Non, je pense qu'il faut éviter de spéculer sur les explications. Je crois que la première démarche scientifique, c'est de reconnaître des faits. Le problème, c'est l'interprétation des faits. La démarche que j'ai suivie est une démarche qui m'a été guidée par les événements à travers mon activité de cabinet de psychiatrie et de psychanalyse et mon activité d'ailleurs hospitalière, où j'ai été confronté à un certain nombre de phénomènes considérés comme irrationnels et qui se reproduisaient d'une manière systématique et qui prouvaient qu'un certain nombre d'actes, de phénomènes ne pouvaient pas relever, disons, d'une perception directe. Et me demander s'il y a des explications, c'est beaucoup. En revanche, je crois que c'est déjà énorme de pouvoir établir la reproduction des faits. Et en particulier, parmi les événements qui m'ont été donnés dans ma vie, à travers des patients d'ailleurs que je suivais, c'est de rencontrer Jacqueline Lebeau, qui est ici, et qui m'a donné peut-être pour la première fois une possibilité de faire un rapport entre, je dirais, la qualité humaine de quelqu'un qui transmet les informations qu'elle a, sans essayer d'en utiliser à des fins de pouvoir. Voilà, je crois qu'il faut se méfier des bons et des mauvais voyants, Jean-Yves. Oui, c'est ça. Moi, je dirais que bon, l'explication scientifique, problème, constat des faits, c'est sûr. Mais en revanche, où je me mettrais à douter, c'est d'un certain nombre d'escrocs qui, comme il n'y a pas de déontologie, il n'y a rien, peuvent évidemment s'établir comme voyants et raconter n'importe quoi. Alors comment savoir qu'une voyante est bonne ou mauvaise, Jacqueline? Je ne pense pas qu'il y a vraiment de mauvais voyants ou de mauvaises voyantes. Je pense que les gens sont sincères et ils y croient. Ils pensent peut-être que ça sort un petit peu de l'imagination de certaines personnes, mais dire qu'il y a vraiment des mauvais voyants et des bons voyants, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut vraiment les distinguer. Oui, on peut peut-être demander, Alain, à Linda ce qu'elle en pense. Les bons, les mauvais voyants, comment est-ce que vous avez choisi Carlette, par exemple? Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est le bouche à oreille, là encore? Comment est-ce qu'on fait confiance finalement à quelqu'un qui a tout de même une importance et qui peut influer sur votre existence? C'est mon producteur déjà qui l'a consulté, qui me l'a présenté. Ah, donc c'est le bouche à oreille, si c'est votre producteur déjà. Voilà, mais Carlette m'a fait mon thème astral et jusqu'à aujourd'hui, jour pour jour, tout s'est passé comme elle me l'avait dit. Et je suis d'accord avec madame qu'il n'y a pas de bons et de mauvais voyants. Parce que pour chaque personne, on doit interpréter ce qu'on nous dit dans notre tête. Parce que pour moi, on va me dire une chose, et pour la même personne qui vient de voir, on va lui dire une chose, qu'elle doit l'interpréter de notre façon. C'est comme les rêves. Carlette, vous êtes d'accord, vous qui n'avez pas... Oui, tout à fait, parce que, par exemple, il faut que la personne qui est devant nous interprète, quand on a un cliché, il faut qu'elle le mette à sa place. Exactement. Comme on dit, mettre le pion sur son jeu. Il faut absolument que... autrement, c'est pas possible, surtout quand on est voyante directe. Vous voulez dire que ça marche avec certaines personnes, finalement? Ah oui, et puis alors c'est pour ça, moi je trouve que des mauvais voyants, des bons voyants, c'est pas possible. C'est simplement peut-être que ça marche pas quelquefois et que la personne insiste. C'est souvent qu'on a ça devant soi. Il faut y croire aussi, il faut y croire énormément, puisque sinon si vous allez déjà pour voir ce qu'ils vont vous dire, sans avoir envie d'y aller, bon, vous allez déjà à la rigolade, donc ils ne peuvent pas nous percevoir vraiment à fond. Et puis c'est aussi souvent parce qu'on a besoin d'amour, l'amour qui est le client numéro un. Alors pour pouvoir dire ensuite, comme vous, Linda, un jour,
on se rencontrera. C'est fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est fait, effectivement. Alors, Linda de Souza. Bravo. Donc, à Linda de Souza, je me retrouve avec Sabrina qui est venue de Nice. Alors, vous êtes venue avec votre mari qui est à votre droite. Donc, alors, il nous a paru intéressant de demander 2 mots à comment doit-on dire, Monsieur Sabrina, peut-être? Comment on vous appelle? C'est dur d'être le mari d'une voyante? Au contraire, monsieur. Au contraire. Vous avez profité de la visite pour faire un peu de shopping à Paris, c'est bien. Alors, Exactement. on en profite pour vous interviewer. Mais tout à fait agréable et surtout utile d'être marié à une voyante. Pourquoi? Par exemple, vous faites quelle profession, monsieur? Je suis hôtelier. Hôtelier. Alors, ça vous aide pour faire les plannings des réservations du mois d'été et commander les normes de langoustes? Pas tellement pour cela. Pour cela, j'ai mes capacités personnelles. Oui. Or, ma femme, si vous voulez, pour moi, elle est mon médecin. Elle est mon conseiller. Et je ne fais absolument rien sans la consulter. C'est dur d'être la voyante de son propre mari? Absolument pas. Absolument pas. Alors, vous avez des enfants? J'ai un fils qui a 24 ans. Bon. Est-ce que c'est pas un petit peu drôle pour les enfants de dire maman est voyante à l'école et ton papa, toi, qu'est-ce qu'il fait? Non, il en est tout à fait flatté, je pense. Bon. Moi, je dirais que, au contraire, on peut dire qu'on est marié avec un médecin de l'âme. Un médecin de l'âme. Bon, bah écoutez, c'est très gentil d'avoir accompagné votre épouse à Paris sur le plateau d'Un temps pour tout. Et on peut peut-être poser la question à nos voyants. Si elle a l'impression d'être aussi le médecin de l'âme. Sûrement. Peut-être même plus que le médecin de l'âme, parce que, vous savez, le médecin, quand vous allez le voir, bon, eux, ils diagnostiquent quelque chose. Ils n'arrivent pas toujours... Enfin, je ne parle pas de guérison, parlant simplement de l'âme et, je pourrais dire, du psychique. Mais nous, dans leur chambre noire, on a une petite lanterne, on leur donne la porte de sortie. Alors vous-même, vous avez été mariée, bon, votre mari n'est plus là. Quelles ont été vos relations avec votre mari? Je crois que... Assez difficile, puisque mon mari n'a jamais admis ce que je faisais d'abord. Il me comprenait. Il avait foi en moi, mais foi en rien d'autre, si vous préférez. Mais tant qu'à la voyance, il n'y croyait pas tellement, et puis il me combattait, de toute façon. Seulement, j'ai eu une très très grande récompense, parce que pendant 35 ans, j'ai quand même tenu bon, j'ai essayé d'être calme, d'être douce, de comprendre. Et les derniers 6 mois, quand malheureusement on a été obligé de lui couper la jambe parce qu'il était paralysé depuis 15 ans, et là, dans la nuit, quand on lui a coupé la jambe, le lendemain matin, quand je suis venue le voir, il m'a dit « Tu sais, tu as raison, il existe autre chose, j'en ai eu la preuve cette nuit. » Et quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a répondu « Je n'ai pas le droit de te le dire. » Mais croyez-moi que les personnes qui ont connu mon mari, sûres qu'il a vu quelque chose ou qu'il a eu la preuve, parce que c'était impossible autrement. Alors, il faut dire que votre fils lui-même est guérisseur, votre fille est voyante, donc Père Blondy, vous parlez de dynastie. Il y a une sorte Est-ce que les morts peuvent guider les vivants? C'est une question que vous a posée tout à l'heure au Standard. C'est une tradition à peu près constante dans cet univers que le voyant ou la voyante est guidé par un oncle, une tante, une grand-mère. D'ailleurs, on écoute les voyantes qui sont ici présentes, elles le disent d'elles-mêmes, elles tiennent leur... C'est une dynastie, la voyance, mais je pense que cette voyance est établie au niveau de l'au-delà. Je pense qu'on est porté, que les uns ou les autres qui ont ces dons sont portés par l'esprit de ces morts illustres, puisqu'ils sont liés à eux par le sang et par l'amour, et qu'ils enrichissent de leur connaissance. Celui qui parle sur Terre, leur vision de l'au-delà éclaire la vision de la Terre. Et au fond, tel ou tel voyant ou voyante dit « Je laisse parler, je suis parlé dans le moment où je vois. Et je décris quelque chose qui est décrit tout seul en moi. Je n'invente rien de mon propre cru. » Et d'ailleurs, la plupart d'entre elles ne font même pas la théorie de leur art. Jacqueline, est-ce que vous captez souvent des messages de l'au-delà? Oui, ça arrive. Enfin, des grands messages et très importants, pas souvent. Mais j'en ai eu 2, 3 vraiment très importants. Et il faut dire que depuis quelque temps, eh bien, vous captez des messages de Madame Fraya. Madame Fraya, c'était la plus grande voyante du siècle, puisqu'elle avait parmi ses amis, on peut dire Clémenceau, Pierre Loti notamment. Et Madame Fraya, eh bien, par ces messages, vous a un petit peu guidé dans une espèce d'enquête que vous avez menée donc avec l'au-delà. Et cette enquête, eh bien, Jean-Marc Harrat et Redol Dismar l'ont un petit peu reconstituée pour nous et je vous propose de regarder.
Grande voyante du siècle, on peut dire qu'elle a régné sur le tout Paris au moins pendant 60 ans. Aussi bien le monde des arts, des lettres que de la politique. Elle était aussi bien l'amie de Clémenceau que de Briand, que de Sarah Bernard, que Marcel Proust, etc. Elle a été accueillie à l'Élysée 2 fois par le président Raymond Poincaré. Et pendant la guerre de 14, elle a été convoquée au ministère de la guerre pour donner son impression sur le lendemain des opérations militaires. Aussi bien les reines, la reine de Roumanie, la reine Amélie de Portugal, qui fut une grande amie de Madame Fraya, et les grands-ducs de Russie, qui venaient à 3 ou à 4, et avant de s'en aller, il déversait des pièces d'or sur sa petite table de son cabinet de consultation. Elle avait des immeubles dans Paris, une très belle propriété à la Malmaison. Elle en avait même au Pays Basque à un moment donné. Elle avait un bel hôtel particulier rue Chardin et des appartements. Bref, elle avait différentes propriétés. Elle était mariée, mais son mariage n'a duré que 4 jours. Il n'empêche qu'elle en a eu une fille unique, donc Marcelle Delmas, qui fut son unique héritière. Et c'est elle, d'après les vœux de sa mère, qui a légué toute sa fortune et tous ses biens à une très grande institution pour que les bénéfices, les revenus aillent à des artistes déshérités. Une voyante médium, Marie Védrine, me téléphone d'abord. Elle me dit: il faudrait que nous allions au cimetière sur la tombe de Madame Fraya. Je suis sûre que je vais capter des messages. Je viens de voir Madame Fraya. Elle est toute illuminée, le visage empreint d'une grande tristesse. Cela me fait mal. Elle dit: Simone, allez voir rue Chardin ce qui se passe. Tous mes chers souvenirs. Quel vandalisme. Je vous en prie, il faut faire vite. Je voudrais que vous écriviez un livre, que la France entière voit dans quel état on m'a laissé mes chers bibelots. Toute ma vie est restée là-bas. J'ai mené une véritable enquête à partir de ces messages spirites captés par 2 médiums différents. Et d'ailleurs, je n'y croyais pas du tout au début. Et puis j'étais petit à petit amenée, avec des éléments qui me venaient de droite et gauche, à faire une véritable enquête, si bien que finalement j'ai eu la matière d'un ouvrage que j'ai intitulé « L'au-delà mène l'enquête », mais cela représente 8 années de patiente recherche. Il y avait un magnifique portail. On a ressenti quelque chose, on nous a dit de pousser la porte, on a poussé, tout était ouvert. On est monté les escaliers. Tu te rappelles dans l'état où tu étais? Ce froid glacial que j'ai ressenti et également ce rire qui est intervenu en même temps et qui m'a ensuite fait penser à Madame Fraya et sa fille qui venaient. Nous sommes redescendus dans le petit jardin de Madame Fraya. Là, dans le fond du jardin, j'ai distingué une forme plutôt floue. Et d'après les photos que j'avais, j'ai reconnu la fille de Madame Fraya et non Madame Fraya. Et là, j'ai reçu un message. Et elle dit ceci: mon Dieu, ils ont transformé mon hôtel particulier en champ de bataille. Les vandales, il faut que Simone y aille avec un photographe. Nous avons trouvé sur le trottoir un vieux carton qui servait de poubelle. Il y avait des guenilles qui sortaient de ce carton. Et là, nous avons trouvé 2 coussins qui servait à Madame Fraya elle faisait mettre les mains de ses clients dessus pour leur dire l'avenir. Ses clients n'étaient pas n'importe qui, ils étaient assez illustres. Et alors, il y avait toutes sortes de lettres de célébrités, un ouvrage de Maurice Rostand dédicacé à sa fille, et sa petite liseuse qu'elle portait sur son lit avant de mourir. Sans nous, tout cela, ça partait à la décharge publique.
d'après le testament, les revenus de cette fortune devaient aller aux artistes déshérités d'une part, et les objets de valeur, les meubles historiques, à d'autres musées. Il y avait donc deux parts. Alors, en ce qui concerne les musées, on ignore ce que sont devenus justement les meubles historiques, la toile, le portrait de Madame Fraya, et on ignore d'autre part ce que sont devenus les joyaux, etc. Il plane un certain mystère autour de tout cela. Une feuille à crayon, s'il te plaît. Vous qui êtes encore sur la terre, sachez que les gestes qui peuvent ternir la félicité d'un décédé, c'est de l'oublier, de ne pas agir selon ses dernières volontés. C'est terrible pour le défunt qui est encore attaché à ses biens. C'est terrible aussi pour celui qui commet ses actes, car tout ce que nous faisons sur la terre est récolté dans les vies futures du cosmos universel. Le but de ce message est de faire réfléchir ceux qui, consciemment ou inconsciemment, chargés d'exécuter ou de faire exécuter un testament, n'agiraient pas exactement dans le sens souhaité par le défunt, car ses dernières volontés sont choses sacrées. Voilà, et tout ceci donne un livre passionnant, écrit donc par Simone de Tervagne, qui a d'ailleurs bien connu Madame Fraya, et qui possède également le fameux collier magique dont nous vous avions parlé dans une précédente émission, le fameux collier qui, lorsqu'on le touche, donne du bonheur justement à celui qui le touche. Et le livre que publie donc Simone de Tervagne s'appelle L'au-delà mène l'enquête, et il doit sortir très prochainement, je crois à la fin du mois de janvier, aux éditions Garancière. Voilà, alors Jacqueline Lebeau, des messages comme cela, est-ce que ça se produit souvent ? En écriture automatique, vous avez eu avec votre fils Gérard. Non, des messages importants, pas souvent. Enfin, quand je dis très important, c'est-à-dire très long. Là, on a vu un message assez long, 2 fois. C'est une sorte de testament, d'ailleurs. Oui, c'était un testament. C'est-à-dire un testament, surtout, elle venait défendre, elle, si vous préférez, ses affaires qu'elle tenait encore, puisque d'autre côté, malgré qu'elle était partie, elle était encore attachée à ses biens. Et c'est pour ça qu'elle venait dire, surtout, de bien préciser que les personnes qui ne respectaient pas les dernières volontés d'un mort, c'était très grave. Père Biondi, quelle est la position de l'Église sur tous ces phénomènes ? L'Église est très ennuyée parce que, comme il y a une tradition mais de voyance à l'égard des problèmes à l'échelle nationale, à l'échelle politique, lorsque j'ai essayé du royaume d'Israël et des prophètes, on a toujours eu des voyants. Et le grand drame, c'était quand il n'y avait pas de voyance, quand Dieu ne disait plus rien. Et l'Église regarde un peu de travers voyants et voyantes, les soupçonnant de donner un peu du surnaturel de pacotille à la place de ses sacrements ou de ses habitudes sacrées. En fait, la voyance correspond à ce besoin spirituel. Moi, je pense que les voyantes pourraient être des guides spirituels, réellement des super confesseurs, mais malheureusement, comme le disait Jacqueline tout à l'heure, les questions posées sur l'amour, la santé, etc., c'est pas tout à fait l'éternité spirituelle. J'ai peur que les niveaux de voyance soient très proches de ce que nous appelons un peu le bas astral, c'est-à-dire ces êtres qui aura des pâquerettes, quoi. Ben oui, absolument, on aura des pâquerettes. C'est un peu dommage. Alors Jacqueline, vous-même, vous avez un guide spirituel qui est le Père Antoine. Vous êtes antoiniste. C'est-à-dire que vous êtes très tourné vers le besoin d'aider les autres. Mais j'ai toujours été un peu comme ça, puisque j'ai fait 1 an de postulat et 2 ans de noviciat chez les Sœurs Saint-Vincent de Paul rue du Bac. Donc j'ai toujours été un petit peu portée vers les autres et vers le mysticisme un peu. Alors justement, Claudine, je crois que nous avons en ligne quelqu'un qui nous appelle et qui a un témoignage à apporter. Oui, nous avons en ligne Monsieur Guy Ressac qui a un petit témoignage. Monsieur Ressac, vous êtes en ligne ? Monsieur Ressac, nous vous écoutons, si vous... Bien, j'ai 2 faits assez importants à préciser pour Madame Lebeau. En 1961, j'ai eu un grave accident de voiture. Conduit à l'hôpital, je suis considéré comme cliniquement mort. Madame Lebeau, qui se trouvait à 200 km de l'hôpital, est conduite par diverses circonstances à mon chevet. D'où, dès son arrivée, elle éloigne le médecin et mes parents de la chambre dans laquelle je me trouvais. Vos parents qui acceptent de sortir de la chambre. Et c'est pas assez extraordinaire.
mes parents sortent en voyant arriver cette dame leur demande de se retirer. Ils se retirent de la chambre. J'ai toujours trouvé cela assez particulier. Mais enfin, ils l'ont fait. Quelques minutes plus tard, Madame Lebeau rappelle tout le monde et à la stupéfaction générale, sortie de mon coma, tout le monde me trouve assis sur mon lit et je demande ce qui m'était arrivé, qu'est-ce que je faisais dans cet hôpital. Comment dit, vous considérez qu'elle vous a guéri? Instantanément, c'est un vide pour moi, c'est un noir, cela s'est passé donc il y a 20 ans. Et le deuxième événement, Monsieur Ressac? Le deuxième événement, c'est 10 ans plus tard, un second accident, celui-ci encore plus grave que le premier, d'ailleurs que Madame Lebeau m'avait prédit. Je la retrouve en quelque sorte à mon chevet quelques heures après l'avoir rencontrée. Donc, et là, je peux témoigner que le miracle nouveau s'est renouvelé et que 30 jours plus tard, je me retrouvais chez moi. Mais dans l'état dans lequel je me trouvais à ce deuxième accident, j'ai eu la face arrachée, je supporte d'ailleurs encore plusieurs métaux sur mon visage. Et donc, je peux témoigner de ces deux miracles de Madame Lebeau envers ma personne. Bien, Monsieur Ressac, merci. Alors, Docteur Clarisse, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que, ou plutôt le Père Biondi, enfin, tous les deux, je veux dire. Oui, enfin, de toute façon, en ce qui concerne l'action thérapeutique de certaines personnes qui sont douées. Ça, c'est presque du domaine des guérisseurs, finalement. Oui, alors il faut vraiment distinguer le problème qui est posé par l'interlocuteur, à savoir le problème du miracle. Bon, le Père me sait beaucoup mieux que moi que toute l'histoire des religions est en fait habitée par la guérison spirituelle. La guérison spirituelle. Alors, est-ce que c'est... Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Est-ce que c'est le malade qui... Madame Lebeau vous disait tout à l'heure qu'elle considère qu'il y a intervention presque divine à travers ses guides. Que ce soit Antoine ou quelque autre, ça ne change rien au fait. C'est pas elle, donc non, c'est ça. Il y a une transmission ou d'énergie ou de grâce, appelez-le selon le système mental. Et vous y croyez vous-même en tant que prêtre? Nous pratiquons dans des groupes de prière dont je m'occupe une guérison. Nous avons eu des guérisons absolument ni demandées, ni même désirées par la malade guérie, et vraiment inopportune par rapport à l'environnement au moment même. Mais je crois que c'est une intervention qui défie notre organisation, notre préparation. En tout cas, si vous vous permettez, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, par rapport à la médecine et à la science, l'interprétation qu'on peut donner des faits est une chose, il y a différentes interprétations. Ce que nous devons faire, c'est faire l'inventaire de tous ces phénomènes extraordinaires qu'on n'explique pas, de telle sorte que la réalité concrète de type de guérison qui sont cités là, ou de type de voyance, soit établie. Parce que ce sont deux choses et deux mécanismes complètement différents. Même. Mais je crois que c'est une intervention qui défie notre organisation, notre préparation. En tout cas, si vous vous permettez, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, par rapport à la médecine et à la science, l'interprétation qu'on peut donner des faits est une chose, il y a différentes interprétations. Ce que nous devons faire, c'est faire l'inventaire de tous ces phénomènes extraordinaires qu'on n'explique pas, de telle sorte que la réalité concrète de type de guérison qui sont cités là, ou de type de voyance, soit établie. Parce que ce sont deux choses et deux mécanismes complètement différents. Qu'on accepte les faits, qu'on les explique par la parapsychologie ou par le miracle, mais qu'on accepte les faits d'abord. Voilà, Alain. Peut-être une petite réaction de Linda à ce sujet? Oui, eh bien, on a quitté effectivement le stade de l'argent, du retour d'affection pour parler d'un niveau peut-être un petit peu plus spirituel. Et Carlette me disait qu'elle était guidée par son grand-père ou sa grand-mère. Vous aviez l'impression? Oui, alors je suppose que c'est mon arrière-grand-mère ou ma grand-mère, parce qu'elles s'appelaient toutes les deux Marie. Mais par exemple, quand je veux qu'un PDG vienne me consulter pour les sociétés, j'ai toujours une réponse le lendemain. Parce que les PDG viennent vous consulter pour avoir des renseignements sur la société. Oui, pour les guider. Oui, on en a beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent. Donc vous laissez passer la nuit? Moi, je pense, oui, j'ai toujours une réponse, je leur dis toujours le lendemain. Et je ne peux pas savoir ce qui se passe
dans la nuit, mais le lendemain matin, j'ai la réponse. Et pour beaucoup d'autres choses aussi. Et Linda, c'est pareil, vous avez l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un, un esprit derrière vous. Vous avez l'épisode de votre père que vous racontez d'ailleurs dans votre livre. Tout a changé pour moi depuis que j'ai perdu mon père. Vraiment, quelques mois après, vous connaissez maintenant l'histoire, j'allais au marché aux puces, chanter, et puis après, bon, la chanson est venue. Et ce que ça m'a intrigué beaucoup plus, c'est que j'ai rêvé de la mort de mon père. Et ça s'est passé exactement comme je l'avais rêvé. Donc vous êtes un petit peu, vous avez un petit peu de don, Carlette. Non, mais ça, vous savez, je suis peut-être intuitive. On est tous, de toute façon, intuitifs. Mais il faut savoir en tirer profit, comme je disais tout à l'heure, et puis avoir confiance en soi. Mais alors, comme j'ai toujours peur de me prédire moi les choses pour moi, je peux sentir pour les autres et je le dis. Mais comme ça, voilà. Mais en ami. Mais pour moi, je vais toujours aller voir au Carlette ou au Mimi, parce que il faut qu'elle me confirme tout ce que j'ai fait, parce que ça me fait très peur. Linda est une voyante, j'en suis sûre. C'est très difficile d'ailleurs de lui faire de la voyance, mais je sais qu'elle vient, elle me dit rien, elle vient confirmer quelque chose, mais Linda, moi, je suis sûre que c'est une voyante. Bien, alors nous allons faire une pause maintenant. Claudine, vu le temps qui nous reste, est-ce que vous pourriez nous faire part, peut-être pas des questions, mais des tendances des téléspectateurs? Eh bien, nous avons quelques questions adressées au père Biondi, très précisément. Son avis sur l'apôtre Paul quand il condamne le spiritisme, par exemple. Sinon, la tendance, on nous demande s'il y a des charlatans, le prix de consultation, est-ce qu'il y a un délai pour vérifier ce que disent les voyantes. On demande également si les enfants peuvent consulter des voyants. On me demande également si les voyants n'ont pas l'impression de tromper un peu les gens dans la mesure où la crise économique crée des angoisses. Puis j'ai des témoignages positifs pour certaines voyantes qui sont sur le plateau. J'ai une dame de Châlons qui a eu affaire à Madame Lebeau, qui lui a confirmé 85% de voyance. Un témoignage pour Adora, une dame de Grenoble qui admire surtout sa spiritualité. On me demande également si on peut consulter des voyantes par correspondance, par téléphone, ou s'il y a d'autres moyens d'avoir des voyances que par une présence physique. Ça, ce sont surtout pour des personnes qui habitent en province. C'est un appel de Madame Guise dans l'Aisne. Est-ce que vous voulez d'autres questions? Parce que j'en ai des tonnes. Non, je pense que ça ira. Voyance par téléphone, ça, c'est difficile. C'est possible quand c'est un client habitué, attitré. Voilà. Charlatanisme, après tout, pourquoi est-ce que vous ne seriez pas des charlatans? Je pense que vous n'en êtes pas puisque vous invitez. Sinon, on ne mettrait pas des charlatans sur le plateau. Mais globalement, c'est comment être sûr d'un voyant? On n'est jamais sûr, finalement. Il y a des chartes de déontologie, ça n'existe pas. Il y a, si, justement, je voulais signaler, parce que Jean-Yves ne le savait peut-être pas, mais il y a un code qui a été créé par le mage de Suard. C'est un code de déontologie qui a été créé l'année dernière et qui est très bien et je suis tout à fait pour. Et est-ce que Drana a fait son code de déontologie? Moi, je pense déjà que si on dit si le passé est exact, automatiquement le présent peut l'être et encore plus l'avenir. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, et puis il y a les baromètres, vous savez, on vous aime à 85% ou à 65%. Alors finalement, vous êtes des voyants, vous êtes des psychologues, vous êtes des confesseurs. On est des médecins de l'âme. Alors, médecin de l'âme pour Sabrina, Didier. Parapsychologue conseil. Parapsychologue conseil. Ça englobe un petit peu tout, la voyance. Moi, je suis très, très croyante et je suis tout à fait d'accord avec mon révérend père Biondi parce que j'ai des guides spirituels qui m'aident beaucoup aussi. Voilà. Et il y avait, Monique, une question pour particulière au père Biondi concernant donc l'apôtre Saint-Paul. Sur le spiritisme. Il y a une phrase de Saint-Paul qui est merveilleuse et que corrige beaucoup de Bibles dans leur traduction. Saint-Paul dit, si vous êtes friand des esprits, donc si vous êtes friand de communiquer avec les esprits, que ce soit pour l'édification spirituelle de tous. Mais il n'a jamais interdit d'être friand d'esprit. Il y a des gens qui ont ce don, ils peuvent pas s'estropier pour faire plaisir à une mauvaise lecture de la Bible. Jacqueline Lebeau, vous prévoyez donc le futur. Est-ce que vous pensez finalement qu'on a tous notre destin écrit et qu'on est tous déterminés? Complètement déterminé, peut-être pas, mais enfin, disons qu'il y a bien 20% quand même de déterminisme où on n'y peut rien. Alors, je dirais que je fais les choses par fragments, je mets 20% d'occasionnel
20% d'accidentels, 20% d'impondérables, 20% de libre arbitre et 20% de déterminisme. C'est un beau dosage. Il manque ceux qui ne donnent pas leur avis. Père Biondi, je crois qu'il y a des recherches intéressantes qui sont faites sur le temps au CRNS. Il y a des recherches extrêmement intéressantes qui ont été dressées pour des études au niveau des particules, au niveau quantique, des recherches qui ont été marquées sur des années pour voir si par hasard, sur des phénomènes physiques, je dis bien au niveau des particules, on pouvait agir sur les effets et en agissant donc sur ce qui vient après la cause, modifier la cause au départ. Il y a des expériences extrêmement intéressantes sur lesquelles nous ne pouvons pas nous étendre, mais réellement, à ce niveau-là, on s'aperçoit qu'on peut agir sur la cause finale, en quelque sorte, sur le but, pour rétroagir sur la cause initiale. C'est une étrangeté qui fait que finalement, Dieu et la matière se trouvent à égalité. C'est une question de langage, selon la manière dont on engage sa vie, quel type de recherche qu'on veut mener. L'option. Je crois que vous allez réconforter beaucoup de monde, Père Biondi. Antoine Clarisse, une petite conclusion. Nous arrivons maintenant un petit peu au terme de cette émission. La conclusion un petit peu du scientifique. Si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer, on n'a pas eu l'occasion de le dire au cours de cette émission, deux choses. Il y a d'une part le phénomène social de la voyance, dont on voit un certain nombre de symptômes au cours de cette émission, dans les questions qui sont posées par les téléspectateurs, qui est lié à un problème de difficulté de la crise, on l'a dit, et de recherche obscure des personnes, d'avoir des guides, d'avoir un recours. La médecine n'a pas forcément répondu à cette attente, et il se trouve que effectivement d'autres personnes avec d'autres moyens, des qualités, des défauts, répondent à ce besoin. Et il faut considérer que c'est un phénomène qui rentre dans la régulation de la vie sociale. Ça, c'est un problème qui est un problème lié à la situation actuelle de la civilisation occidentale. L'autre problème qu'on a abordé, c'est celui qui vient d'être évoqué là, à savoir du temps, de l'espace à travers la clairvoyance, et le phénomène de l'émission concernant la réalité scientifique de la clairvoyance, il est en rapport avec le cliché, et savoir si le cliché qui est repéré, lu et transmis par quelqu'un anticipe sur une structure du temps et de l'espace. Dans quel temps il est lu? Dans quel temps il est lu, parce qu'il y a une réalité objective, c'est que ces clichés, on en a parlé tout à l'heure des clichés de Jacqueline Lebeau ou d'autres, peu importe, font en sorte que la lecture du temps n'est plus simplement le fait de l'instant. Très rapidement, Jean-Yves, une petite conclusion, très rapide. Alors, dernier point, on pourrait remarquer simplement, on parlait d'angoisse, que la voyance est aussi un bien de consommation et que pour l'instant, elle n'a pas de statut social défini. On peut mettre sa plaque comme on veut, mais le commissaire de quartier a le droit de fermer la boutique. Donc il y a aussi une reconnaissance à avoir du phénomène. Voilà, Jacqueline Lebeau, donc, vous restez les médecins de l'âme, comme le disait si joliment Sabrina tout à l'heure. Voilà, on reste médecins de l'âme et on est là surtout, non pas seulement pour les aider, mais aussi pour les consoler.